Dans la vallée du Rhône, au pied des monts de Vaucluse, s'est logée une perle rare à ne rater sous aucun prétexte, le pays de l'Isle-sur-la-Sorgue, à Châteauneuf-du-Pape. Ils n'étaient pas bien, hein, les papes. Voilà pourquoi ils aimaient venir ici. Pays de soleil, de vignes et d'eau, sa rivière, la Sorgue, a façonné la vie et l'histoire de ses habitants. C'est notre Vierge de l'Enfant et on est très attaché à ce petit bateau qui a été sculpté. Mais c'est aussi une terre de légende. Comme par exemple le basilic de Fontaine de Vaucluse, qui n'existe que dans la région. Cette terre, gâtée par la nature, foisonne de trésors. La plus belle des parties de la grotte se situe ici. Dans le pays des Sorgues et de Châteauneuf-du-Pape, ce ne sont pas uniquement vos yeux qui vont se régaler. Vos papilles devraient se souvenir du voyage. T'as mis de la crème? 2 fois t'en as mis. Alors sans plus attendre, partons visiter ce pays synonyme de merveille et d'enchantement. Quoi de mieux pour commencer notre immersion au pays de la Sorgue que d'aller découvrir la rivière à sa source. Bienvenue à Fontaine de Vaucluse. Ce petit village bucolique au pied des falaises des monts de Vaucluse s'est bâti autour de son site exceptionnel, un gouffre profond de 308 mètres. C'est Sandrine, guide à l'Office du tourisme de Châteauneuf-du-Pape, qui va nous accompagner tout au long de notre visite. Bonjour Roland, comment vas-tu? Bonjour Sandrine. Bienvenue à Fontaine de Vaucluse. Merci à toi de m'accueillir. On va aller jusqu'aux sources, D'accord. en prenant le chemin des poètes, le chemin des écoliers. Entendu, alors Allez. je te suis. En route. Roland, c'est le maire de Fontaine de Vaucluse et il est très fier du patrimoine de son village. Niché à quelques mètres de là, c'est une agréable promenade le long de la vallée de la Sorgue qui permet d'accéder au gouffre. Oh, bon, on y est presque, mais pas encore. On a combien là de la source? Bon, là, il reste à peu près 200 mètres à faire. Là, on est pratiquement à la fin de la partie urbanisée. D'accord. Et donc, on attaque le dernier bout de chemin avant d'arriver à la fontaine elle-même. Mais on voit déjà les sorties d'eau, là, parce que là, c'est les sources pérennes de la Sorgue. Celle-ci, elle coule toute l'année. L'eau sort à la température de l'intérieur du massif, 12-13 degrés, température constante. La Sorgue est alimentée toute l'année par de nombreuses sources. Cette eau, qui jaillit de la terre, provient d'une rivière souterraine alimentée par les eaux de pluie. Une eau d'une grande pureté, filtrée par les roches calcaires des falaises. Un environnement remarquable qui attire une faune variée. Alors là, les petits oiseaux qu'on voit, qu'est-ce que c'est? Alors, l'oiseau que tu vois là-bas en face, il s'appelle le 5, le plongeur. Il chasse sous l'eau. Il est capable de voler sous l'eau. Il y a une faune très particulière ici quand même. C'est une rivière de première catégorie, donc très riche en truites. Une truite d'ailleurs typique de Fontaine de Vaucluse, enfin de la Sorgue et de Fontaine de Vaucluse, une espèce méditerranéenne. Et l'ombre. Une eau pure et un paysage à couper le souffle. Ces falaises, hautes de 240 mètres, ferment littéralement la vallée et sont à l'origine du nom de la région, le Vaucluse. Donc là, on comprend bien la signification de la vallée close, nom de notre département, la vallée Closa. Voilà, tout à fait. Là, on est au fond de la vallée close. Et c'est ce qui a donné son nom au département, Vallis Closa, absolument. Un véritable cul-de-sac d'où surgit la Sorgue lorsqu'elle est en crue. Et c'est ici précisément que Sandrine et Roland ont rendez-vous avec Thomas, un spéléologue plongeur, pour nous faire découvrir les secrets du gouffre. Bonjour Thomas. Salut Thomas. Thomas est le président de la Société spéléologique de Fontaine de Vaucluse. Et donc je vais te confier Sandrine pour que tu lui fasses un peu voir comment c'est un peu plus près du gouffre. Voilà. Avec plaisir. Allez, à plus tard. Fais attention à ne pas glisser. Aujourd'hui, pour atteindre la surface de l'eau, Thomas et Sandrine descendent jusqu'à son niveau le plus bas, car nous sommes en été. En période pluvieuse, ça donne ça. Nos guides seraient depuis longtemps immergés. Mais qu'importe la météo, cette réserve d'eau est intarissable. C'est le point de départ de la rivière, la source de la Sorgue, et ce que les géologues appellent une exurgence. L'exurgence, pourquoi? Parce que c'est la première fois que l'eau souterraine voit la lumière du jour. Il faut imaginer, pour faire court, c'est un regard sur la nappe phréatique, et un énorme regard. Ça fait partie des 5 plus grosses exurgences d'Europe. Alors on sait aujourd'hui qu'au niveau de la forme, ça fait un peu plus de 300 mètres. Alors tu as au-dessus de falaise, tu as à peu près 240 mètres. Oui. Et en dessous, connu, tu as 308 mètres
Donc 308 mètres, c'est l'équivalent pratiquement de la Tour Eiffel qu'on pourrait rentrer à l'intérieur. Waouh, Tour Eiffel ici. Mm. Extraordinaire. Des exurgences comme celle filmée ici à Saint-Sauveur dans le Lot, il en existe plusieurs en France. Mais celle de Fontaine de Vaucluse a la particularité d'être la plus importante. C'est la plus grosse source de France. Même si l'on en connaît la profondeur depuis 1985 grâce à des robots, elle est toujours le terrain de jeu préféré des explorateurs et n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. C'est d'ailleurs au cours de l'une de ses plongées en 2001 que Thomas, accompagné de Roland, y a fait une très belle découverte. En remontant d'une plongée un petit peu profonde, au palier, j'ai passé un coup de lampe sur une faille et j'ai vu quelque chose briller. Et j'y suis allé dessus, je ne me suis pas aperçu tout de suite ce que c'était. J'ai vu que c'était rond, que ça brillait. J'ai enlevé mon détendeur et je l'ai mis sous la langue. Et j'ai remis mon détendeur pour respirer. Et quand on est remonté, avec Roland, on a regardé ce que c'était. Et là, on était juste deux enfants avec les yeux qui pétillent et qui brillent. Et c'est juste le rêve de gosse de trouver ce genre de choses, un trésor. Ça fait fantasmer, c'est complètement fou. Et pour le coup, Roland m'a posé la question de savoir si j'en avais vu d'autres. Et oui, effectivement, il y en avait plein d'autres. C'est en tout 1624 pièces de bronze, d'or et d'argent datant de l'Antiquité que les deux hommes ont trouvé. La découverte de ce trésor indique qu'à l'époque des Romains, cette source servait de lieu d'offrande rituelle. Thomas, convaincu que ce n'est pas le seul trésor que cache le gouffre, continue d'enfiler sa combinaison pour en explorer les moindres recoins. À moins d'une dizaine de kilomètres de sa source, la Sorgue traverse une charmante ville composée de nombreux canaux, l'île sur la Sorgue, aussi surnommée la Venise comtadine. Construite au XIIe siècle par un peuple de pêcheurs, ici la pêche est une véritable tradition. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est jour de fête à l'île sur la Sorgue. On y célèbre la pêche d'antan. Nous avons rendez-vous à présent avec Vincent, notre guide nature, qui nous amène à la rencontre de pêcheurs en costume traditionnel. Bonjour messieurs. Hey Vincent. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Comment ça? Vous êtes en forme pour aujourd'hui? Ouais, c'est toi. Ça va. À quelle heure vous attaquez là? Mais là, vers 10h, on va faire la démonstration. Entendez des démonstrations de techniques de pêche ancestrales. Les eaux pures et poissonneuses de la rivière ont fait le bonheur et la fortune des pêcheurs pendant des siècles, à tel point qu'une confrérie, avec sa propre chapelle, sa propre sainte et même son propre roi, le roi de la Sorgue, a été formée. La confrérie existe toujours, mais n'a plus de roi depuis la Révolution. À la Révolution, cette chapelle a été détruite et Notre-Dame de Sorguette, qui est la Marie de l'Île-sur-Sorgue, avait été jetée à la Sorgue avec d'autres saints. Et c'est un pêcheur qui a plongé pour les sauver, les cacher chez lui pendant les heures troubles et les ressortir par la suite. Il les a ressortis quand ça a été plus calme. Et c'est grâce à ça que tous les ans, on a le droit de sortir Notre-Dame de Sorguette de l'église, de lui faire participer à la pêche avec nous, puisqu'elle était au bord de la Sorgue. Est-ce qu'on peut aller voir justement cette statue? Eh bien, écoute, elle est là-bas en face. On va aller voir quand même Notre-Dame de Sorguette. et puis après, Et on on va va voir les embarquer bateaux. sur les bateaux parce Super. qu'il faut qu'à 10h, on soit là pour attaquer la pêche. Ok. Même s'il est impossible d'être en retard pour ce rendez-vous annuel, François prend le temps en chemin de nous présenter le doyen de la confrérie. Si, 89 ans, il est toujours sur les bateaux, il est toujours avec nous. C'est le plus ancien. C'est notre plus ancien, mais il est toujours là, il est toujours vert. Bon, il m'a dit encore une vingtaine d'années après, il verra. c'est bon, Il alors. m'a dit, on va pas rester à vie non plus. Réunis dans la confrérie des pesqueurs liliens, les pêcheurs lillois conservent leurs valeurs traditionnelles, ainsi que leur sainte patronne sauvée des eaux qui veille depuis des siècles sur eux. Donc voilà Notre-Dame de Sorguette, elle est là. Voilà c'est notre Vierge de l'Enfant et on est très attaché à ce petit bateau qui a été sculpté, qui est vraiment à l'image d'un Negoching, nos barques traditionnelles. Faut qu'on embarque parce que je vais me faire engueuler, je suis à la bourre. Mais bon. Négochine comprenait en provençal noix-chien, en d'autres termes une embarcation extrêmement instable. Ah ben ça s'appelle un Negoching parce que regarde, il suffit qu'on balaye un petit peu à droite à gauche, mais c'est des bateaux à fleur d'eau avec très peu de tirant d'eau et même sur des herbiers à fleurs ou sur très peu d'eau, ils naviguent. Très maniable en revanche, elle glisse littéralement sur l'eau. L'île sur la Sorgue fut une grande ville de pêche grâce à ses barques à fond plat qui naviguent dans les eaux peu profondes. C'est l'heure de la démonstration. Chapeau de feutre et chemise blanche, pantalon de velours, tous les participants en tenue du siècle dernier se rassemblent. Nous retrouvons Vincent pour un décryptage de ces différentes techniques de pêche. Ah ben là ils descendent le premier bateau. Voilà, donc là ils vont essayer de récupérer la bouteille à Véron.
Donc le verron, c'est un petit poisson, il fait entre 4 et 5 cm. C'est le poisson que mange les truites pour se nourrir. Voilà. Donc en fait, la bouteille, à l'arrière, donc pas le côté qu'on voit, l'autre côté, il y a un trou, on le met dans le sens à contre-courant, les poissons remontent, rentrent dans la bouteille et après ne peuvent plus sortir. Un piège à petits poissons pour en attraper de plus gros. Si certaines techniques sont spécifiques à une ou deux espèces, d'autres sont applicables à plusieurs. Donc là, il y a 2 bateaux qui vont faire lancer l'épervier. Donc l'épervier, c'est un grand filet qui est plombé. Visuellement, c'est la plus belle pêche. Ça. Et hop. C'est vrai qu'il y a une technique particulière dans le geste pour faire le lancer, c'est pas simple. Aujourd'hui, on ressort tous les instruments prohibés, autorisés pour l'occasion, tels que cette sorte de trident appelé fichouir. Ah, ça y est, il en a eu une. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas évident comme technique. Bon, mais là, du coup, on a pu voir un peu les différentes techniques de pêche là, depuis tout à l'heure. Par contre, là, il va falloir que moi j'y aille parce qu'il y a la course de Négochine qui va attaquer. Donc il va falloir aller, que je me prépare, que je me change et que je m'échauffe avant la course. On y va. Enfant du pays, Vincent a été bercé par le bruit de l'eau de la Sorgue toute sa vie. Amoureux inconditionnel de sa ville, il est un membre très actif de l'association de Négochine qui met cette barque à l'honneur tout au long de l'année avec la pêche d'antan mais aussi des courses. Il y a 1 km, 1,8 km de course, donc où il y a pas mal d'obstacles, pas mal de barrages à passer, des ponts, passer sous les ponts. Et voilà, le premier qui est arrivé, il a gagné, hein, tout simplement. C'est parti pour une dizaine de minutes des plus sportives. Passage sous les ponts de la ville, franchissement de cascades. C'est une version beaucoup plus contemporaine de l'utilisation de ces barques avec toujours pour mot d'ordre, se faire plaisir. On y va. On est parti 23e, on a dû arriver 10e, 12e dans ces eaux-là, je pense. Donc wow, c'est bien, on s'est fait plaisir, c'est régalé, c'est essentiel. Et ce ne sont pas les plus sportifs qui se régalent le plus. Tous les poissons pêchés ce jour-là sont bénis et distribués aux villageois au pied de la sainte patronne des pêcheurs de la Sorgue. Si la pêche a durant des siècles été le fer de lance de l'économie de la ville, aujourd'hui c'est une toute autre activité qui la remplace et qui lui assure une notoriété internationale. L'île sur la Sorgue, c'est la 3e place européenne de la brocante et des antiquités, juste après Londres et Saint-Ouen. Regroupés en une dizaine de villages depuis presque 50 ans, ce sont 300 professionnels qui proposent une myriade d'objets avec pour seul mot d'ordre la qualité. C'est avec Marie, directrice de l'Office du tourisme de la ville, passionnée par l'histoire et l'artisanat de sa région, que nous partons chiner dans un des plus anciens villages d'antiquaires, celui de la Gare. Dans les méandres de ces allées, Marie a rendez-vous avec Pascal, une exposante. Bonjour Pascal. Ça va? bien. Ici, c'est le temple du fauteuil club. Pascal les récupère un peu partout, les restaure et les vend à une clientèle qui vient des 4 coins du monde. Vous avez toujours autant de demandes des Oui, clientèles. on a C'est une quel bonne- type de clientèle qui achète ce genre de fauteuil? Les Australiens aiment bien, les Américains, les Suisses, les Italiens et puis les Français quand même. Les gens aiment bien. Il y en a beaucoup qui ont connu ça dans leur jeunesse et qui Oui, ont c'est envie indémodable. Voilà, c'est ça. Tout au long de l'année, ce sont des milliers d'acheteurs qui viennent sur ce marché, avec cependant un pic de fréquentation 2 fois par an, lors des grandes brocantes organisées par la ville. Un rendez-vous que les antiquaires attendent avec impatience. Un moment incontournable Ah oui. pour les sur-Sorgues Ouais, et c'est pour les important. antiquaires. Ah oui, oui. Là, on s'attend à voir beaucoup de monde et à faire des belles ventes, on espère. Cette année, lors de la brocante du mois d'août, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont venues flâner et pourquoi pas acheter le temps d'un week-end. Quelques mètres plus loin, Jacques, ancien pompier à la retraite, est spécialisé dans les luminaires. Tiens, Oh Marie, comment salut. ça va Jacques? Ça boum. Un boom? Ouais. Ah bah super. Et alors Vraiment. toi, ta spécialité, c'est Le clair. luminaire. C'est beaucoup. C'était le modèle des années 40-50. Ça, c'est la grande mode en fait. Tu es la lumière de, Je suis du la village. lumière de l'île. De l'île. Pas du village, de l'île. De l'île sur Sorgue, excuse-moi. On peut le dire.
Véritables cavernes d'Ali Baba, ces villages sont aussi une source d'inspiration pour les décorateurs et autres architectes d'intérieur du monde entier à la recherche de nouvelles tendances. Et justement, en matière de nouvelles tendances, Marie nous a dégoté une boutique un peu inattendue. C'est parti pour une visite insolite avec son propriétaire, Frédéric. Ben moi, je fais d'abord du bijou couture, du bijou de personnalités qui ont un peu dans le thème des vanités, du bijou des doges italiens. Mais aussi, j'ai une particularité, le cabinet de curiosité. nous montres ça bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ben, il y a déjà cette sirène, qui est un modèle incroyable d'art forain, puisqu'on utilisait dans les carnivals et les cirques, les voyageurs utilisaient ces merveilles pour montrer aux gens une rencontre avec l'irrationnel. C'est-à-dire les gens pouvaient voir des créatures qui n'existaient pas, comme par exemple le basilic de Fontaine de Vaucluse, qui est un dragon des rivières souterraines qui n'existe que dans la région. Animal mythique du Vaucluse, c'est Saint Véran, l'évêque de Cavaillon, qui, selon la légende, aurait débarrassé le gouffre de la vallée close de ce dragon. Parmi toutes les curiosités de la boutique de Frédéric, en voici une plutôt avantageuse pour les habitants de la région. On vous laisse juger. L'homme du Luberon, pêcheur-cueilleur. Donc on a des... Ça flatte un peu l'ego des autochtones. Bon. Parce que, bon, voilà. Ben oui. Portrait des ancêtres, fées, sirènes des lacs, un stand atypique avec des objets de décoration fabuleux que l'on s'arrache principalement en Angleterre. Juste avant de partir, si comme Marie le cœur vous en dit, Frédéric pourra vous faire une courte interprétation de votre avenir. Bien entendu, à sa manière. Je t'en prie. Coupe. Je coupe. À l'endroit où tu veux. Voilà, et on va retourner cette carte. Le diable. Carte très intéressante, puisque c'est les désirs, c'est la signature d'un bon contrat. Mais attention aux clauses. Il peut t'arriver que tu puisses craquer sur quelque chose. Fais bien attention de trouver le bon matériel au bon moment. Mais c'est souvent la signature d'un bon contrat. Pour le reste, après, on va arrêter là parce que ça ne regarde personne d'autre. Ça ne regarde que moi. Oui. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Merci, Je te Marie. fais la bise. Oui, de cette visite impromptue. Merci pour ça me ta fait vraiment visite. plaisir. L'histoire ne nous dira pas si Marie a signé un bon contrat, mais soyez certains que cette prédiction ne l'a pas laissée indifférente. Il est à présent temps pour nous de quitter Marie et de partir à la découverte d'une autre spécialité de la région. Tout le monde connaît le melon de Cavaillon, mais beaucoup moins celui de Caderousse, qui n'a pourtant rien à lui envier. Ce fruit a la chair orange et ferme, est fondant et sucré en bouche. Jean-Paul est restaurateur dans la région. Fin gastronome et friand de bons produits, il nous emmène découvrir l'un des producteurs de ce savoureux melon. Il a rendez-vous directement à la ferme avec Magali, la productrice. Vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour Jean-Paul. Viens chercher les melons. Voilà, très comme bien. d'habitude. Dans Super. le calibre 12, comme Ils sont ça. bons, hein. Mur à point là. Ah oui, très Cueilli bien, de ce matin. très bien. Voilà, oui, pour la consommation Allez, d'aujourd'hui. je vous libère. Ben, si vous voulez, on peut regarder un peu l'exploitation, l'emballage. Ah ben super, en plus aujourd'hui j'ai 5 minutes, donc je pose ça, j'arrive. Pour son restaurant, Jean-Paul se fournit ici. Il met le fruit à l'honneur sur sa carte tout l'été. À peine récoltés, les melons arrivent par camion. Première étape, le tri. Là, ils sont triés selon la maturité, les plus mûrs et les moins mûrs. À l'œil. À l'œil, voilà, par les personnes qui ont l'habitude. Sur cette chaîne, les melons sont pesés. C'est leur poids qui détermine leur calibre. Là c'est le plus gros ça. Le plus gros, oui, oui, oui. Combien ça pèse comme ça là? Ça fait plus d'1 kg, 1 kg 3, 1 kg 3, 1 kg 4 là. On est vraiment sur des gros melons. Ouais. Combien de calibres? On a 5-6 calibres. Et ceux-là alors, c'est ceux que la machine ne trie pas. Ah ben ceux-là c'est des tout petits, c'est des tout petits. C'est pour vous ceux-là. Voilà, ceux-là on les offre aux enfants quand les enfants viennent, voilà. Les melons sont ensuite rangés dans ces cagettes, prêts à être expédiés dans la foulée. Ça en fait du melon. Hein. Ah ben oui, c'est... C'est au final la production de 40 hectares de melons qui passe ici avant d'arriver sur les étals des magasins et des marchés de la région. On va voir les melons. Mais je prends les miens moi d'abord. Hein. Je les oublie pas. Christophe, le grand frère de Magali, se charge de la suite de la visite. Merci, merci. En route pour les champs. Magali et Christophe ont pris la relève de leurs parents. Depuis plus de 50 ans, le melon, c'est une histoire de famille. Voilà, dans la parcelle où a été cueilli le melon qu'on a vu.
Il y a les cueilleurs, il y en a qui trient les murs. Voilà, il y a les coupeurs qui, eux, ont plus d'expérience et connaissent mieux la maturité du melon. Et c'est mieux de cueillir le matin. C'est toujours mieux parce que la plante est plus fraîche, elle apporte quand même plus de sucre à la plante, alors que l'après-midi, elle s'épuise un peu à la forte chaleur. Super, hein. Voilà, vous voyez la couleur, La et puis couleur, ouais. on va même pouvoir le goûter sur place. Une couleur, mais aussi une texture et une saveur qui ravissent les plus grands gourmets. Le secret de ce melon, il pousse sur un sol très riche. Le Caderousse a la particularité d'avoir été inondé pendant de longues années par les crues du Rhône, et on a des terrains d'alluvion qui, depuis longtemps, font la renommée du melon de Caderousse. Ah ouais, d'accord, d'accord. C'est une qualité gustative que n'ont pas d'autres terroirs qui sont pourtant On parle proches plus de d'ici. terrain, on parle de terroir. Voilà, on parle de terroir. Tel un bon cru, c'est le terroir qui fait la différence. Voilà. Super. Merci. Verdict d'une très fine bouche. Oui, bon. Hein. Maintenant que ce melon n'a plus de secret pour nous, il est temps de libérer Christophe et notre chef, qui doit partir préparer son service de midi. Allez, moi je vais au fourneau, hein. Eh oui. De ce pas. Vous au champ, moi au fourneau, c'est bon comme ça. Nous retrouverons Jean-Paul un peu plus tard pour une leçon de cuisine. Mais tout d'abord, partons à Châteauneuf-du-Pape pour une leçon d'histoire. Dominant la plaine et ses 3000 hectares de vignes, la célèbre ville s'étale au pied des vestiges de sa forteresse. C'est avec Sandrine, notre guide tout-terrain, que nous vous proposons ce saut dans le passé. C'est au pied du château qu'elle retrouve Jean-Claude, un passionné de vieilles pierres. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Je suis content de vous recevoir ici. Ah ben moi aussi, devant ce château qui est vraiment majestueux. Ce bâtiment est capital pour l'histoire de Châteauneuf, puisqu'il est le témoin des liens privilégiés qu'avaient les papes d'Avignon avec notre village. C'est au début du XIVe siècle qu'Avignon devient, un siècle durant, la résidence officielle des papes. À seulement une vingtaine de kilomètres de là, le charmant petit village de Châteauneuf-du-Pape, appelé alors Châteauneuf-Calcernier, est repéré par le premier représentant de cette papauté. Le premier pape d'Avignon, Clément V, venait souvent à Châteauneuf pour y passer quelques semaines, pour y passer des séjours de villégiature. À la mort de Clément V, c'est Jean XXII, amoureux de Châteauneuf, qui décida de construire un château dominant le village. Cette forteresse devint naturellement la résidence secondaire des papes d'Avignon. Ils n'étaient pas bien, les papes. Voilà pourquoi ils aimaient venir ici. Regardez la vue qu'on a. Ils venaient là l'été, et ils venaient là aussi lorsque la peste frappait Avignon. Pour venir Ils se venaient se protéger. mettre à l'abri. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Châteauneuf-du-Pape est jumelé avec Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes contemporaines. Après cette période pontificale, le château fut malmené pendant plusieurs siècles. Fortification stratégique, il subit en 1563, pendant la guerre des religions, un terrible incendie. Seul le donjon et un pan de mur résistèrent. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui a eu raison de son donjon, qui avait tenu bon jusque-là. Nous sommes entrés dans le château, dans l'enceinte du château, bien sûr. Et le château comportait 3 tours, plus le donjon. Voilà. Il faut fermer les yeux et l'imaginer comme il était. Un exercice facile pour Jean-Claude, qui connaît ce château sur le bout des doigts. Heureusement, cette gravure permet de parfaitement se rendre compte de ce qu'était la forteresse au XIVe siècle. Nous allons rentrer maintenant dans la partie villégiature, où le pape recevait, venait se reposer, venait avec sa cour, et recevait aussi certainement des grands personnages. Et voilà la salle d'apparat. Et les appartements privés du pape devaient certainement se trouver à l'étage supérieur, parce qu'on voit, de par les positions des fenêtres, que ce n'était pas une salle d'un seul tenant. Seule une pièce a résisté au temps et aux invasions. Elle se trouve sous ses ruines. Fermée au grand public, nous avons aujourd'hui le privilège de la visiter. Et voilà. Je passe devant, puisque les escaliers sont un peu raides. Nous voici ici, dans le cellier des papes. C'est une très belle pièce. Quel est le volume de cette pièce? 25 mètres de long et 9 mètres de large. Et 5 mètres de haut. Un garde-manger pour un pape et sa cour, ça a forcément des dimensions colossales. Aujourd'hui, cette salle n'est ouverte que 2 fois par an à l'occasion des réunions de l'échansonnerie des papes, une célèbre confrérie d'amateurs de vin.
Depuis 1893, la ville porte le nom de Châteauneuf-du-Pape, en hommage à ce passé pontifical, et c'est donc tout naturellement que son vin en a pris le même nom. Après cette visite à Châteauneuf-du-Pape, retour à l'Île-sur-la-Sorgue qui n'a décidément pas fini de nous surprendre. Autre caractéristique de la ville, ces roues à aubes qui parsèment la rivière. Au nombre de 14, elles nécessitent un nettoyage quasi quotidien pour entretenir leur splendeur. Nous retrouvons Vincent et 2 techniciens de rivière, Pascal et Sébastien, pour une petite leçon autour de la Sorgue. Là, Pascal. Ça va ça. Là, Seb. Ça. Bon, il y en a pas mal aujourd'hui. Ouais, un petit peu, ouais. Quoi, c'est le vent qui fait ça? Ouais. Un petit peu. Les mouvements de vanne, quand on dégrille, ça fait relever un peu les algues. Ouais, puis c'est important, c'est vrai que même pour les poissons, hein, de tailler un peu toutes ces plantes là. Oui, ça réoxygène un peu. Parce que... Pour contrecarrer un peu la nature et ne pas la laisser transformer la rivière en un immense plan d'herbe, la main de l'homme est plus que nécessaire. En perpétuel contact avec cette eau, les roues, elles aussi, ont droit à quelques petites attentions. Et du coup, là, ça c'est la roue que vous avez commencé à détartrer la semaine dernière? Oui, on a tout redétartré comme il faut, les flasques, tout ça. Ça ressort bien. Hein? Ouais, elle est pas mal. La semaine prochaine, on va l'arrêter. Ouais. On va la ressouder pour la remettre de niveau. Et on va installer les planches. Voilà, exactement. Et après, les nouvelles planches qu'on va mettre, après on est tranquille pendant quoi, 10 ans à peu près? Ouais, une dizaine d'années. Ouais. La dernière fois que ça avait été mis il y a 13 ans celle-ci. Ouais. Ces roues charmantes sont le vestige d'un passé industriel florissant. Les roues à aubes, sur la Sorgue, on en retrouve beaucoup. C'est vrai que dans la région, on a cette chance d'avoir cette eau qui est avec un débit constant tout au long de l'année. Et du coup, les usines ont pu s'installer pas mal sur Fontaine-de-Vaucluse, sur l'Île-sur-Sorgue et sur le Thor. Et il y avait un gros développement de l'industrie sur les territoires. Au XIXe siècle, au plus fort de la production industrielle, on ne dénombrait pas moins de 66 roues le long de la Sorgue. Vincent nous conduit dans une rue emblématique de ce riche passé, la rue des Roues. Dans cette rue des Roues, aujourd'hui, on a encore le vestige de 3 roues à aubes, mais à l'époque, on comptait 14 roues juste dans cette portion de la ville. En 1832-35, il y avait 42 usines à l'Île-sur-Sorgue. Donc 42 usines qui avaient chacune au moins un moulin donc pour faire fonctionner les machines derrière. Donc la ville de l'Île-sur-Sorgue s'est surtout développée autour de 2 industries, l'industrie de la laine et l'industrie de la soie. Un passé pas si lointain, puisqu'il existe encore aujourd'hui une manufacture de renommée internationale à l'Île-sur-la-Sorgue. Et c'est bien évidemment avec Marie, passionnée par l'histoire de sa ville, que nous allons la découvrir. Elle a rendez-vous devant la manufacture avec l'arrière-petit-fils de l'un de ses fondateurs, Jean-Louis. Je te souhaite la bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans la manufacture de mes ancêtres depuis 1808. Ça fait 8 générations que cette manufacture est dans la famille, qu'elle a été créée à l'Île-sur-Sorgue. Bon, allons voilà. visiter. Je t'emmène. Premier fabricant de couvertures naturelles en France, ici on perpétue le métier de lainier depuis 2 siècles dans une tradition familiale ininterrompue. La visite commence par les stocks. Voilà, alors c'est ici que tout commence. Ici, nous stockons des matières premières qui viennent de tous les continents, des 4 coins du monde. Et on a ici en stock l'équivalent de plusieurs années de production. Jean-Louis achète ses laines selon le cours du marché. Certaines, très rares, sont conservées depuis plusieurs années. Ça, c'est de l'alpaga du Pérou. Il a un poil tout à fait extraordinaire qui donne des couvertures très douces, très chaudes. Alors on fait des couvertures assez lourdes avec ça. Et puis tu vois, juste à côté, c'est un produit de la région. C'est le mérinos d'Arles antique. Alors regarde cette laine, qui est très particulière, tu sens sa douceur. Oui. C'est une des laines les plus frisées du monde. Ah, oui. Et c'est la laine la plus fine d'Europe. On a des tas de choses. Tiens, je te le fais toucher d'abord. Oh là, qu'est-ce que c'est doux. Alors c'est quoi ça? C'est du cachemire de Mongolie. C'est un des cachemires les plus doux en fait. Des mérinos d'Australie, du mohair d'Afrique du Sud, du chameau d'Asie, des cachemires d'Iran, du Kazakhstan, de Chine, de Mongolie. C'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, il y en a plein. Ce sont ici des tonnes de laine brute, de tous les continents qui attendent leur tour pour être transformées en couverture. Mais avant d'arriver sur vos lits, il y a de nombreuses étapes de fabrication. Direction la carde. Voilà Marie, alors je te présente la carde. La carde, c'est une machine à trier les fibres et à les rendre toutes parallèles pour faire un fil. Et à la fin, ça fait un voile qu'on sépare en lanières qui sont frictionnées par des manchons frotteurs
Ce qui donne la mèche qui est ici. Une mèche, c'est presque un fil. Il va suffire de le tordre pour en faire un véritable fil. La suite, c'est au-dessus que ça se passe. À cette étape, ce qui est presque un fil casse souvent. Ouvrez bien vos yeux, Annie fait de la magie. Vous n'avez rien compris? Nous non plus. Regardons une nouvelle fois l'action au ralenti. C'est agaçant, hein. C'est très énervant. Bon, on ne comprend toujours rien, mais au final, ça fait des bobines de fil d'un seul tenant qui vont passer par ces métiers à tisser pour être transformés en rouleaux de tissu. Une fois découpées aux dimensions voulues, chaque couverture passe par le contrôle qualité, et ça, c'est l'affaire de Sylvie. J'ai une pince, voilà, pour ce pince à épiler, voilà, et ça me sert à enlever les fils ou les impuretés, les grosses impuretés qui se trouvent sur le tissu. Il arrive aussi parfois qu'un fil casse sur la machine au moment du tissage. Une fois encore, Sylvie intervient avec ses doigts de fée. Voilà. Voilà. Et après, on le met dans la lisière, hop, et on repasse le fil. Voilà. Et après, ni vu ni connu, c'est magique. Il ne manque plus qu'une bordure autour de ces carrés de tissu pour en faire une couverture. La finition, c'est Pascal qui la réalise à la main sur ses articles de prestige. Je passe le fil bien en dessous. Je prends les deux matières pour que le point soit invisible. Encore une magicienne. Les couvertures sont ensuite emballées et prêtes à être expédiées. Ce sont 60 000 produits qui sortent chaque année de la manufacture, dont 25% est destiné à l'export. Nous quittons les magiciennes de la manufacture de laine pour retrouver Jean-Paul, le magicien des fourneaux. Notre chef rentre tout juste de Caderousse avec sa cagette de délicieux melons. À Sorgues, dans son restaurant, Jean-Paul fait la part belle à ce fruit tout l'été. Salut Audrey. J'arrive tout droit de chez Charvin. T'as vu comme ils sont beaux? Comme d'hab. Hein. T'as fait la glace? Oui. Au melon. Nickel. Il est beau, hein? T'as mis de la crème? 2 fois t'en as mis. Mais si, tout à l'heure tu m'as dit que t'en avais mis. Avec l'aide d'Audrey, Jean-Paul propose tous les jours dans son restaurant un menu unique avec des produits ultra frais achetés le jour même. À midi, en fait, on a un déjeuner qui est annoncé au jour le jour. Hein. Donc on va servir des petites grignoteries apéritives, une petite mise en bouche avec le melon de Caderousse. On va faire une petite entrée risotto d'épeautre et avec les cèpes et les girolles. Et ensuite, en plat, on a choisi de faire une courbine de Méditerranée. Un poisson de la pêche du matin. Bien évidemment, le pain lui aussi est frais du jour. Il est fait maison. Il a été pétri hier soir, mis en forme après le service, reposé toute la nuit, levé ce matin et cuit à 11h pour être servi là, dans 5 minutes. Le service et le vin, c'est le domaine de Sandrine. C'est elle la sommelière du restaurant. Ma femme, Sandrine, 24 ans de mariage. Et on travaille depuis longtemps ensemble et maintenant on travaille... On est indissociables dans le travail, je pense, en fait. Voilà. On est un beau duo. Ouais, c'est vrai. Un duo gagnant qui fait de ce restaurant l'une des meilleures tables de la région. Une autre clé de leur succès, la créativité. À la recherche perpétuelle de nouvelles associations de saveurs, de goûts et de textures, le chef teste dans sa cuisine des recettes et Sandrine associe le vin qui se marie parfaitement avec. Aujourd'hui, juste après le service, Jean-Paul, très inspiré par le fameux melon de Caderousse, va tenter une nouvelle recette. L'idée, c'est de faire une canette sauvageonne. En fait, c'est des petits canards croisés avec du colvert.
Donc en fait, je les ai fait blanchir entiers pour après prélever le suprême avec l'os pour qu'à la cuisson on ait quelque chose de plus moelleux. On va le faire avec donc bien sûr le melon et puis un peu de chou vert traditionnel pour venir un peu relever le melon. Jean-Paul, qui a fait mariner au préalable la canette dans un mélange de vinaigre de xérès et de miel, la cuit sur le grill. L'idée c'est d'avoir un côté croustillant, hein, bien la peau croustillante, et l'os va protéger un peu la viande à la cuisson. J'espère. Pendant que la canette grille, Jean-Paul s'occupe de la star du jour, le melon. C'est un peu plus qu'un fruit, hein, c'est une gourmandise. Hein. On va prélever juste la chair. Débité à l'emporte-pièce, Jean-Paul le grille, cuit les feuilles de chou préalablement blanchies à la poêle et émince le citron confit. La cuisson de la canette finie, il ne reste plus qu'à la découper et à dresser une jolie assiette. Pour moi, le plat est terminé. Chérie, t'es là? Oui. Si t'es prête, eh ben, je serais bien curieux de goûter avec le vin. Allez. Qu'est-ce que t'as imaginé? Écoute, j'ai pris un Clos du Montolivet 2006. Voilà, qui est déjà un petit peu évolué. Avec le melon, t'es sûr? Je pense que ça peut marcher. Il a beaucoup de fruits, une pointe de fraîcheur, des tanins fondus et la fraîcheur, je pense que ça peut un petit peu contrebalancer le melon, mais il faut essayer. Allez, on va goûter, c'est chaud. Verdict de papy gustatif de champion. Le citron il vient à la fin. Il faudrait du chou un peu plus charnu, hein, plus épais. Moi, j'aime beaucoup en fait avec le citron confit. Le citron, j'allais dire, ça marche. C'est top, voilà. Quand on déguste un plat aussi avec un vin, il y a chaque petite chose dans l'assiette qui va donner un petit coup de peps au vin. Et si l'élément n'y est pas, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Là, il faut vraiment le brin de citron confit. Ouais, c'est vrai. Qui va vraiment... le vin va se marier parfaitement dessus. Il donne un coup d'accélérateur, le citron. Une canette qui a réussi à choper le melon. Prochainement, à la carte de Jean-Paul et Sandrine. Si le canard a réussi à échapper au fourneau de Jean-Paul, il pourra difficilement passer à côté du défilé de chars. Chaque année, à la fin du mois de juillet, l'île sur la Sorgue organise le Corso Nautique, une grande parade sur la rivière. Mais avant leur mise à l'eau, c'est pendant des mois qu'un groupe de passionnés, tous bénévoles, ont construit ces engins flottants. Marie se propose de nous faire découvrir les coulisses de cette féerie nautique en compagnie de Violaine, sa présidente, qui nous ouvre les portes de l'atelier de construction. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Comment tu vas? Très bien. Alors, on en est où pour ce corso? Ça s'organise bien? Oui. Alors, combien de chars 11 cette année? chars cette année. Donc, certains sont terminés, d'autres non. On est encore en construction, donc tout va bien. Il ne reste plus que quelques jours avant le grand événement. Autant dire que ça s'agite un peu. Ici, tout le monde construit son char dans la bonne humeur, avec pour mot d'ordre... Chacun est libre de faire ce qu'il en a envie. On a travaillé sur le thème de Tintin. Ici, c'est Alcool à la ferme, une histoire alambiquée. Une histoire alambiquée. Et ici, c'est Esprit Jamaïque. The Voice, The Voice, avec Sonia et sa fille Caroline. Violaine a choisi cette année les années 20. Les chars ont tous la même structure, des bidons, du bois, du grillage et du plâtre, décorés avec du papier crépon. Le créponnage, c'est la dernière étape avant la sortie des chars. Donc c'est du papier crépon. Ce sont des serviettes en papier qu'on froisse et après on met de la colle et on froisse le papier en fait. C'est minutieux. Alors les derniers jours, on créponne, entre amis et en famille. Viens ici bébête. Voilà, ça c'est la doyenne du char. Bonjour madame. Voilà, ça c'est sa fille. Ça, c'est la fille à Marie-Jo, donc c'est la famille. C'est la famille. Après, bon, il y a Odile, des amis. Mais au départ, il y a Carole. Donc Carole qui est l'autre fille à Marie-Jo. 3 générations de créponneuses et bientôt 4. Elle aussi, il faudrait qu'elle s'y mette. Oui, ça y est, on l'initie. Pas vrai, Léa? La relève est assurée. Allez, force Stéphane! Après de nombreuses heures de travail pendant plusieurs mois, les chars sont enfin terminés et mis à l'eau à l'aide d'une grue la veille du défilé.
Ça y est, c'est le grand jour à l'Île-sur-la-Sorgue. Le public venu d'un peu partout se rassemble autour des canaux pour assister à la féerie nautique. Du côté de l'organisation, tout est prêt et des têtes qui ne nous sont pas tout à fait inconnues viennent prêter main forte. On est là pour apporter la puissance avec nos petits bras musclés et pour pousser le char jusque devant les tribunes et revenir. La nuit tombée, François, notre pêcheur du 19e siècle, se joint aux autres barreurs pour pousser les chars sur l'eau et animer le défilé. Initié il y a 63 ans par des jouteurs de Négochine qui décoraient leurs barques, le corso nautique est devenu un véritable cortège de merveilleux chars de plus en plus sophistiqués et un rendez-vous incontournable à l'Île-sur-la-Sorgue. Après cette féerie nautique, quoi de mieux qu'une féerie souterraine ? Vincent, notre fou de nature, accompagné de Denis, un passionné de géologie, veulent nous faire découvrir une autre merveille du pays des Sorgues, la grotte de Touzon. Voilà, nous voici au frais. Ah oui, je vais mettre la veste parce que là, il fait pas... Il fait quelle température là à l'intérieur? 13 degrés. On s'avance un peu? Je te suis. Découverte en 1902 par des ouvriers travaillant sur une carrière de pierre ici même, cette cavité naturelle a été formée il y a plus de 60 millions d'années par le cours d'une rivière. Cette galerie qui était avant le véritable siphon de l'eau, il y en avait jusqu'au plafond et la galerie était noyée, elle était en régime noyé, on dit ça en spéléo, et en conduite forcée, sous pression, comme à Fontaine. D'accord. Mais contrairement à Fontaine de Vaucluse, où, souvenez-vous, l'eau sort de la terre, ici il n'y a pas d'exurgence, l'eau restait prisonnière. Durant des siècles, elle a creusé petit à petit la roche la plus friable. L'érosion a façonné ici ce qu'on appelle une cheminée d'équilibre. Mais là, les eaux ne ressortaient pas. Là. Elles ne pouvaient pas ressortir puisque la voûte le prouve encore, elle est fermée. Mais on n'en était pas très loin. On est maintenant, par des relevés topographiques, plus qu'à 2 mètres de la surface. D'accord. L'eau qui creusait la roche a laissé sa place à une autre eau, celle des eaux de pluie qui s'infiltrent et qui construit. Le calcaire a cette propriété, c'est d'être soluble. Et lorsque l'eau, disons, descend, elle va dissoudre cette matière et va la redéposer à l'intérieur sous forme de petits cristaux, ce qu'on appelle la calcite, au rythme de 1 à 2 cm par siècle. Alors ça forme au plafond les stalactites et au sol les stalagmites. D'accord. Du coup, on peut réussir un peu à calculer depuis combien de temps l'âge de ces stalactites. Tout à fait. Les stalactites ici, pour ce qui concerne le réseau, les plus anciennes, vous voyez, dans le temps géologique, c'est très court, mais elles ont 2 mètres de long au centimètre, ça fait 20 000 ans que la progression se fait ici. Ok. Depuis des millions d'années, goutte après goutte, jour après jour, la grotte continue de se sculpter. Le clou de la visite se trouve au bout de ces 230 mètres de galerie, là où un phénomène géologique rare se produit. Donc là, Denis, on arrive dans la dernière salle, c'est ça? Tout à fait. Mais la plus belle des parties de la grotte se situe ici. Effectivement, on découvre la salle des fistuleuses, dite macaroni, avec ces petites concrétions qui descendent de la voûte, parfois avec 2 mètres de long et un diamètre de 4 mm. Stalactite extrêmement fragile. Tellement fragiles qu'elles peuvent se rompre sous l'effet de leur propre poids ou d'un souffle d'air. À l'inverse des plus fréquentes, ces stalactites sont creuses. C'est leur grand nombre et leur taille qui font la rareté du lieu. Une véritable féerie qui lui vaut son autre nom, la grotte aux fées. Après s'être engouffrés dans les entrailles de la terre, retrouvons la surface en douceur et partons déguster quelques chocolats. Mais pas n'importe lesquels, les délicieux palais de Châteauneuf-du-Pape. C'est Sandrine, en grande gourmande, qui se charge de nous les faire découvrir. Elle retrouve Laurence, la fille de l'un de ses créateurs. Et en attendant, je te propose une dégustation. Ah ben, j'anticipe. D'entrée, j'en prends un parce que c'est vraiment mon chocolat préféré. Merci. Ces petits chocolats à base de marc de Châteauneuf-du-Pape, l'eau-de-vie locale, c'est Didier, le maître chocolatier, qui les prépare et qui en garde bien secrètement la recette. On y va. Bonjour, comment allez-vous? Alors, Sandrine vient voir la recette du Palais des Papes. On y va. Bien volontiers. Didier élabore la ganache du fameux palais. On va mettre à bouillir cette crème. Arrivé à bonne température, le chef la verse dans un chocolat très riche en cacao. Le mélange bien lissé, il ne reste plus qu'à incorporer l'alcool.
Là, ça sent bon. Là, ça commence à sentir. Là, on a les arômes, Qui remonte. on a les parfums. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que d'abord, c'est croquant. Et puis après, la ganache est toute fondante. Oui, voilà, le but c'est d'avoir justement ce craquant de l'enrobage que l'on appelle. C'est la pellicule qui forme la coque en fait, du bonbon. Et après d'avoir cette douceur très fondante. Et bien sûr, on pourrait dire un petit peu l'agressivité du marc. Mais bon, c'est tellement agréable au palais et tellement doux après au palais. L'harmonie se fait parfaitement. On appelle ça le double shot. C'est qu'on a ces produits qui jouent l'un et l'autre, chacun leur tour, et on a les arômes qui se succèdent. Un accord très délicat à obtenir. Il faut maîtriser l'amertume du cacao et la sublimer pour faire ressortir le bouquet aromatique du marc. Donc on a négocié beaucoup de marc avant d'arriver au bon dosage. Les ingrédients bien intégrés, la ganache est prête. Il faut maintenant la mouler, la laisser refroidir quelques heures et ne pas hésiter à goûter. Vous préférez la cuillère? C'est comme vous voulez. Non, la louche, ça me fait peur quand même. Non, oui, avec la cuillère, ce serait plus raisonnable, oui. Est-ce que... Délicieux. Merci. Une fois refroidi, Didier découpe ce gros carré de ganache en petits cubes réguliers et les enrobe de chocolat fondu. Et on va pas hésiter, on va le plonger carrément dans. Généreusement. Et après, on le récupère comme ceci. Une petite décoration à l'effigie du château et le tour est joué. Waouh. Après cette fabuleuse recette, je ne résiste pas, Didier. Dégustons, je vous en prie. Voilà. Allez. Savoureux. Bravo, Didier. Merci. Délicieux. Pour ceux qui n'aimeraient pas le chocolat, nous avons rendez-vous juste un peu plus loin pour une toute autre dégustation. Mondialement connu pour ses vins, Châteauneuf-du-Pape compte 120 domaines. Il n'était donc pas concevable de quitter ce pays sans en visiter un et pas n'importe lequel. Et c'est tout naturellement que nous avons retrouvé Sandrine, l'épouse de Jean-Paul, qui a rendez-vous avec Thierry, le représentant du domaine. Écoute, je te laisse être mon guide. Moi, je te suis. Bah, c'est parti. T'as une super vue de là. Hein, c'est génial. C'est parti pour un petit tour dans les vignes sur le domaine créé en 1932 par l'arrière-grand-père de Thierry. Alors en tout, le domaine fait un petit peu plus de 20 hectares sur Châteauneuf-du-Pape. Ouais. Voilà, 2 hectares de blanc, un petit peu plus, et le reste, bien sûr, en rouge. Et votre cépage majoritaire? C'est le Grenache. Un raisin réputé pour sa capacité à accumuler le sucre qui donne des vins riches en alcool, mais faibles en acidité. Et pour préserver toutes ces qualités, on sacrifie des grappes sur les cèpes trop productifs. Donc tu vois aussi, tu vois des raisins par terre. Oui. En fait, on a fait une vendange en verre sur cette vigne qui a tendance à produire un peu trop certaines années. C'est quoi la vendange en verre en fait? Ben, c'est couper des raisins en fait pour que les autres puissent mûrir mieux. Chez Thierry, les vendanges se font uniquement à la main. C'est l'une des réglementations qu'exige l'appellation d'origine contrôlée. Et ici, on ne rigole pas avec l'AOC, puisque c'est à Châteauneuf-du-Pape que le concept d'AOC a été créé en 1923. Donc là, on quitte le Grenache? Oui, alors là, on est sur du Mourvèdre. Ouais. Donc tu vois, ça donne des fruits différents. L'épaisseur de peau n'est pas la même, ça donne des vins qui sont plus costauds, plus tanniques, épicés. Et là, on passe sur du muscardin. Ah oui, le grain est beaucoup plus petit là. En termes de vin, il amène des notes un peu herbacées, on dit souvent. Ce sont en tout 13 cépages qui ont été agréés pour l'assemblage du plus célèbre vin des Côtes-du-Rhône. Le travail de la vigne par des mains d'experts, un climat privilégié, mais aussi un sol pierreux qui restitue la nuit la chaleur emmagasinée le jour. Ici, toutes les conditions sont réunies pour faire un vin d'exception. Et justement, ce vin d'exception, Sandrine et Thierry ont bien envie d'aller le goûter. Je te propose d'aller à la cave pour goûter le résultat. Ah ben, je me languis déjà, avec grand plaisir. Thierry, armé pour la dégustation, amène Sandrine au fin fond de la cave, là où vieillissent les meilleurs vins du domaine. C'est l'endroit secret de la maison. Quelque part, oui. Ouais. Ben là, autour de toi, tu as toutes les cuvées du Papé, donc Ouais. notre haut de gamme qu'on a produit depuis
depuis que cette cuvée est née en 1989. La dégustation aujourd'hui se fait autour du dernier millésime du vigneron, la cuvée 2012. Donc là, tu as en partie ce qu'on a visité tout à l'heure en fait. Au nez, on a un fruit qui est très présent. C'est une des caractéristiques du millésime 2012, qui est un millésime plutôt classique avec un bel équilibre et une belle pureté de fruits. Et le fruit et la fraîcheur, déjà au nez, on le sent bien. C'est vrai qu'on vient de l'ouvrir, peut-être avec l'aération, on a une sensation d'épices douces. Des arômes de framboise, de cassis, de laurier, de thym et de réglisse qui ravissent au-delà de nos frontières. 50% de la production des vins de Châteauneuf-du-Pape est exportée. Notre balade au pays de l'île sur la Sorgue à Châteauneuf-du-Pape touche à sa fin. Le moment est venu de quitter nos charmants guides. Du soleil, de la convivialité, un patrimoine naturel extraordinaire et des habitants chaleureux. Que de bonnes raisons pour venir vous y ressourcer.